Bonjour, rebonjour, merci d'être aussi nombreux à ce panel sur la crise de la zone euro. Ce panel tombe particulièrement bien, pas parce que le sujet est évidemment brûlant et déterminant pour notre avenir, mais ça fait maintenant 3 ans que ça dure, mais parce qu'il s'est passé quand même cet été un certain nombre de choses dans la zone euro qui permettent d'être peut-être de sortir du discours de la sinistrose et du pessimisme auquel il était vraiment difficile d'échapper encore avant l'été. Et donc je suis particulièrement contente qu'on ait ces personnalités pour venir nous éclairer sur la situation de la zone euro. Le tableau aujourd'hui est vraiment très contrasté, avec d'un côté une situation économique qui continue d'empirer, et de l'autre une crise financière qui montre certains signes d'apaisement. Donc dans ce contexte-là, on a vraiment envie de savoir, d'une part, si on est tiré d'affaire, si la zone euro est tirée d'affaire, si les risques d'éclatement sont écartés définitivement, si cette zone euro est condamnée à la stagnation ou si elle peut trouver les moyens non seulement d'une stabilisation, mais d'une prospérité durable. Et enfin, si pour y parvenir, comment est-ce que l'Union doit va se transformer. Des changements en fait très importants sont en cours, mais ils ne sont pas aboutis. Donc pour nous éclairer sur ces différents points, nous avons donc un panel de personnalités venues d'horizons très différents qui présentent néanmoins un point commun qui ne vous aura pas échappé, qui est bien sûr, je ne le dirai pas avec une condescendance toute masculine, leurs compétences, non, mais leur réflexion de longue date, leur engagement européen et leur réflexion de longue date sur les questions européennes. Donc, en présidente de séance, nous avons Agnès Benassi-Guéret qui incarne ici le monde académique français. Je dis le monde académique parce que vous savez sans doute elle a pris très récemment la tête du CAE, du Conseil d'analyse économique, auprès du Premier ministre. Mais ce n'est pas à ce titre qu'elle s'exprime, mais en tant que professeure à Paris 1. Toujours du monde de la recherche en économie, mais qui nous décentre un petit peu géographiquement, Hélène Ray, qui a fait l'essentiel de sa carrière aux États-Unis, à Princeton, et puis à présent à la LSI à Londres, à la London School, pardon, à la London School of Economics. Oui, ne prenons pas nos rêves pour des réalités. London Business School, pardon. Bon. Et là-dessus, qui a reçu d'innombrables prix que je ne citerai pas. Alors, en se déplaçant toujours dans le spectre des économistes, donc à ma gauche, Natacha Valla, donc nous restons avec elle dans l'économie pure et dure. Pure, je ne sais pas, mais dure sans doute, puisque vous êtes économiste dans la très controversée banque Goldman Sachs, après avoir, vous examinez la situation des pays de la zone euro, après avoir travaillé longuement à la Banque Centrale Européenne, ce qui fait dire à Agnès qu'au fond, vous suivez le parcours inverse de Mario Draghi. Alors, continuons à nous déplacer, peut-être avec Ulrike Guérot, à l'extrême droite du panel, mais non pas à l'extrême droite de l'échiquier, non, et qui va nous décaler notre regard, je pense, d'une double manière, à la fois parce qu'elle va nous apporter un regard allemand sur cette crise, et essayer de nous faire comprendre comment les Allemands la voient, et puis parce que c'est un regard un peu plus de politiste, de spécialiste des questions européennes et des relations internationales, puisque vous êtes senior policy fellow, hein, c'est ça, au Centre européen des relations étrangères. Et pour poursuivre dans la veine politique, je ne vous présente pas donc Sylvie Goulard, qui elle est une femme politique, parlementaire européen au sein du groupe des démocrates et libéraux. Vous êtes membre de la Commission des affaires économiques et monétaires, et à ce titre, vous avez été rapporteur de plusieurs textes importants
ces dernières années, à la fois dans la supervision financière et dans la gouvernance économique de la zone. Et vous êtes, je le signale, l'auteur de plusieurs livres, dont un qui va sortir prochainement avec Mario Monti, de la démocratie en Europe, et dont le titre, je pense, indiquera suffisamment à chacun quel est votre cheval de bataille. Bien, et pour commencer, je donne la parole à Agnès, qui va nous faire peut-être un point rapide des avancées récentes et nous indiquer où elle nous situe. Merci beaucoup Sandra. Alors oui, en effet, comme l'a dit Sandra Moretti il y a un instant, les Européens ont véritablement avancé, notamment depuis juin, où il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place ou qui sont sur le point d'être mises en place. Donc on ne peut pas dire aujourd'hui que les Européens n'ont pas de stratégie pour résoudre cette crise de la zone euro. Ils ont une stratégie et la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est est-ce que c'est une bonne stratégie? Alors, la crise est multiple, hein. Il y a d'abord une crise de dette souveraine. Donc pour cette crise de dette, donc des dettes publiques, pour cette crise de dette publique, on a maintenant un fonds de secours qui a des moyens limités, mais qui peut éventuellement être secondé, hein, dans tous les sens du terme, par la Banque centrale européenne, donc qui aura la possibilité désormais d'intervenir de manière potentiellement infinie sur les marchés financiers. Et tout ça contre une stratégie d'ajustement budgétaire dure, hein, qui est imposée aux États sous plan. Donc ça, c'est la crise des dettes souveraines. Alors ensuite, on a une deuxième dimension de la crise, qui est la crise bancaire. Et là, on a une stratégie, hein, qui est multiple, fourniture de liquidités aux banques, renflouement des banques et tout récemment, union bancaire. Donc on décale, hein, un peu, puisqu'on a déjà décalé les intervenants. Donc on décale le point de vue donc, sur la zone euro. On va pouvoir se poser la question, est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que ça pourra éventuellement nous conduire vers la sortie de crise? Troisième dimension de la crise, crise de compétitivité de croissance. Et là, il y a une stratégie qui est puisqu'on ne peut pas faire de dévaluation monétaire, on fait une dévaluation, ce qu'on dit interne, c'est-à-dire que ce sont les prix qu'on fait baisser, et simultanément, donc des réformes structurelles, et puis donc cet ajustement de l'économie réelle. Dernière dimension de la crise de gouvernance, puisqu'on s'est rendu compte que finalement la crise est arrivée à un moment où on n'était pas du tout prêt. Les institutions européennes n'étaient pas du tout prêtes pour absorber ce type de crise. Donc il y a eu beaucoup d'initiatives, six-pack, two-pack, pacte budgétaire. On pourra aussi se poser la question de cette profusion de nouvelles institutions. Est-ce que ça va se décanter? Est-ce qu'il y a des choses qu'on va éliminer? Où est-ce qu'il faut aller désormais? Alors je voudrais donc terminer en posant un certain nombre de questions aux membres du panel. Première question, et puis elles auront évidemment d'autres points pour en soulever. Première question, cette stratégie d'ajustement peut-elle réussir? Comment peut-on désendetter un pays quand les prix baissent? Désendetter un pays, ça veut dire faire baisser le rapport entre la dette et les revenus. Et si les revenus diminuent, eh bien, on a beau essayer de baisser la dette, le rapport entre les deux ne diminue pas. Est-ce que finalement on n'est pas entré dans une spirale déflationniste de hausse de dette et de baisse de prix? Deuxième question, cette nouvelle stratégie pour endiguer la crise souveraine et la crise bancaire, va-t-elle fonctionner? Quels sont les risques? Donc on voit se dessiner un peu une architecture, mais qui n'a pas encore été mise en œuvre. Est-ce qu'elle sera mise en œuvre? Est-ce que la recapitalisation directe des banques contre une surveillance au niveau européen, c'est quelque chose qui peut marcher? Et qu'est-ce qu'on peut espérer? Et qu'est-ce qu'il faut rajouter par rapport à ça? Puisqu'on sait que l'union bancaire, ce n'est pas seulement une surveillance centralisée, c'est aussi d'autres choses. Troisième peut-être question, quelles sont les nouvelles étapes nécessaires pour résoudre la crise, hein? Faut-il compléter l'union bancaire, compléter l'union budgétaire? Dans quelle direction? Quelles sont les réformes institutionnelles qu'il faudrait mettre en place? Et enfin, je pense que ça intéresse un nombre de personnes ici, quid du risque d'éclatement de la zone euro? Est-ce qu'il y a encore des risques forts, hein, qu'un pays quitte la zone euro? Est-ce que les risques de contagion sont toujours aussi importants qu'on aurait pu penser, qu'on le pensait il y a quelques mois? Voilà, je vais m'arrêter là, puisque j'avais promis de faire très court. Merci. Donc, dans les questions soulevées par Agnès, il y a, de la manière dont je le comprends, il y en a une qui voit bien qu'une des clés du problème, c'est la trajectoire économique des pays de la périphérie, donc de la Grèce, du Portugal, de l'Irlande, de l'Espagne, de l'Italie, qui sont ces pays qui ont subi une très très forte pression des marchés, qui ont entrepris des politiques d'ajustement à la fois budgétaires et plus largement macroéconomiques extrêmement drastiques, avec des conséquences sociales très dramatiques.
Et la question de savoir si ces stratégies vont marcher, évidemment, tout à fait centrale pour l'issue de la crise. Et c'est cette question que j'ai envie de poser à Natacha Valla. Très bien, merci. Merci pour cette introduction, Agnès. Merci à vous tous d'être ici. Je vais essayer d'être brève. On nous a donné 10 minutes à chacune pour l'introduction. Je tâcherai de m'y tenir. Et je vais d'abord commencer par dire que ce que je vais dire aujourd'hui, ça ne représente pas forcément les vues de Goldman Sachs, mais ça n'engage que moi. Pour répondre très brièvement aux 4 questions d'Agnès, puisqu'elles étaient quand même très précises. Première question, est-ce que l'ajustement réel nécessaire est... Pardon, on me demande de changer de micro. Ah, pardon. Est-ce que l'ajustement réel nécessaire sera viable? Moi, je pense qu'en tout cas, cet ajustement réel, il sera inévitable, que ce passe par la désinflation ou non. Quels sont les risques de la stratégie à court terme, qui est celle qu'on est en train de développer avec les prémices de l'union bancaire, mais essentiellement avec le rôle de la BCE? Moi, je pense que le risque principal, ou en tout cas l'engagement principal qu'on est en train de prendre, c'est un engagement lié à un nouveau rôle de la Banque centrale, où la Banque centrale serait prête à financer les États et serait prête à développer une politique expansionniste au sens monétaire du terme. Troisième point, les nouvelles étapes. Pour moi, la nouvelle étape, la vraie étape décisive, ce sera l'étape de l'euro politique. Et là, il faudra penser au compromis qu'il faudra faire sur les positions relatives de la France et de l'Allemagne, de la France sur la souveraineté et de l'Allemagne sur la question de la flexibilité ou de la rigidité du cadre budgétaire qui, d'autre part, est nécessaire à long terme pour la pérennité des institutions. Et finalement, risque d'éclatement, c'est une question oui-non. Je dirais plutôt oui quand même encore aujourd'hui, puisque je pense que les risques sont encore latents. Et je reviendrai sur la question des risques dans mon exposé. Et pour partir sur le point de l'ajustement réel, on sait on est arrivé à cette crise parce qu'on a développé au cours du temps des déséquilibres de nature réelle, des déséquilibres de compétitivité. Cette compétitivité ayant 2 aspects, un aspect de compétitivité prix, est-ce qu'on est capable de produire des biens suffisamment bon marché pour pouvoir les exporter, et une compétitivité hors prix, est-ce qu'on est capable de produire des biens qu'on est capable d'exporter même s'ils ne sont pas très bon marché, mais parce qu'ils ont une qualité meilleure, parce qu'ils ont un contenu technologique intéressant, etc. Donc si on a beaucoup parlé jusqu'à maintenant de la compétitivité prix, et effectivement les ajustements réels auxquels on fait référence souvent, ils sont liés à cet aspect de la compétitivité-là et de la divergence de compétitivité entre l'Allemagne d'une part et les pays périphériques, y compris plus la France, on va dire, d'autre part. Il y a plusieurs variables qui peuvent évidemment s'ajuster pour rétablir cette compétitivité. On a tous regardé dans un premier temps l'évolution des prix, des coûts du travail, les fameux coûts unitaires du travail, qui ont effectivement divergé pendant les 10 premières années de la zone euro. On se rend compte que ces coûts unitaires-là sont en train de se corriger dans la plupart des pays périphériques, c'est-à-dire qu'on a quand même une amorce de reconvergence, ou en tout cas une amorce de correction. Donc ça, c'est un message un peu optimiste dans les développements à court terme qu'on a vu se mettre en place. Le deuxième message optimiste, c'est que des grands pays périphériques ont mis en place des réformes structurelles très importantes, essentiellement liées au marché du travail. Je pense notamment à l'indexation des salaires, je pense à la flexibilisation du marché du travail en Italie et en Espagne. Donc ces réformes-là ont été mises en place, plus ou moins parfaitement, mais en tout cas depuis le début de l'année, elles sont là. Et elles devraient, de mon point de vue, alors c'est mon point de vue un peu optimiste dans le paysage des économistes, mais elles devraient porter leurs fruits à horizon pas trop lointain, c'est-à-dire d'ici 1 an et demi ou 2, on devrait pouvoir mesurer en point de croissance l'avantage qu'on tire de ces réformes-là. Donc c'est un des points qui ont été d'évolution qui ont été positifs. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus problématiques, d'autres rigidités qui sont encore en place et qui risquent, elles, de freiner un peu l'ajustement nécessaire. Alors, par rapport à la situation actuelle, et c'est en vue, là j'essaye de donner un peu un point de marché, on se rend compte qu'il y a on est comme dans un triangle des Bermudes où 3 aspects rentrent en conflit aujourd'hui. Le premier aspect, il est lié à la construction institutionnelle qu'on est en train de développer avec le nouveau rôle de la BCE, avec le nouveau rôle qu'a pris de facto le Conseil européen.
Donc ça, ce serait le premier pôle. J'expliquerai ce que j'entends par là. Deuxième pôle, c'est l'aspect conjoncturel. C'est qu'on est aujourd'hui dans une conjoncture qui est malheureusement difficile et qui est difficile dans la zone euro. Pourquoi ? Parce que la demande intérieure en zone euro, c'est-à-dire essentiellement la consommation des ménages et l'investissement des entreprises, sont faibles et ont de fortes chances de rester faibles encore pendant quelques temps. Je reviendrai là-dessus. Et le troisième point qui rentre un peu en conflit avec ces deux premiers aspects, c'est la préférence des peuples, c'est-à-dire la préférence des individus et la préférence des entreprises. Quand je dis préférence, c'est pas est-ce que je préfère consommer ou tel bien ou tel bien, est-ce que je préfère investir aujourd'hui ou demain, c'est préférence ou aversion au risque, c'est-à-dire mon attitude à moi, entreprise ou individu, par rapport au risque qui est celui qui m'entoure quand je prends mes décisions. Et là, mon argument, c'est de dire l'incertitude qui entoure les ménages et les entreprises aujourd'hui dans la zone euro, elle est de nature nouvelle. Elle est d'une nature triple. La première, c'est une incertitude conjoncturelle. C'est le premier coin du triangle. On sait qu'on est dans un environnement, en particulier en France et dans la zone euro hors Allemagne, on va dire, où les conditions du marché du travail sont très difficiles, elles ont très peu de chances de s'améliorer dans les trimestres à venir. Les conditions sur le revenu disponible des ménages ne vont pas s'améliorer sur cet horizon. Dans certains pays, on a des déséquilibres qui se sont accumulés, qui ont été beaucoup moins commentés que d'autres, mais je pense par rapport au prix de l'immobilier dans notre pays. Ça risque d'avoir un effet richesse fortement négatif sur les ménages. Donc, ce premier aspect d'incertitude traditionnelle, il est présent, voire très présent, dans la plupart des pays hors Allemagne. Un deuxième aspect d'incertitude qui se surajoute au premier, c'est une incertitude qu'on appellerait non mesurable. Il y a un terme économique pour ça, mais en gros, c'est une incertitude, une supra-incertitude qui est liée justement à la dernière question d'Agnès, est-ce que la zone euro va survivre ? Et essentiellement, l'incertitude, elle réside pas seulement dans cette question-là, elle réside dans les conséquences d'une non-survie de la zone euro. Et là, ces conséquences-là, on n'est pas capable de les mesurer aujourd'hui. Donc, cumul de ces deux incertitudes-là, il y a une troisième incertitude qui, dans certains pays, prévaut ou a prévalu en matière d'environnement, de stabilité de l'environnement fiscal, par exemple. Et ces trois aspects-là vont inhiber la consommation, vont inhiber l'investissement dans les grands pays de la zone euro. Et c'est un raisonnement qui vaut dans toute la zone euro, y compris l'Allemagne. On se rend compte aujourd'hui, par exemple, que l'investissement en Allemagne, qui a été historiquement le pays moteur en termes d'investissement, est un petit peu en panne, justement parce qu'on a ce cumul d'incertitudes-là. La consommation française risque de rester en panne quelque temps parce qu'on a ce cumul d'incertitudes-là. Donc les réponses qui vont être données dans le deuxième coin du triangle, le deuxième angle du triangle, qui est l'angle institutionnel, un des enjeux de ces réponses-là, ça va être de lever le deuxième type d'incertitude non mesurable qui inhibe les comportements, qui inhibe la demande intérieure dans la zone euro. Voilà. Donc pour terminer, je donnerai en 2 minutes un contexte un peu de policy mix par rapport à ce que j'ai dit jusque-là. Le policy mix en Europe aujourd'hui, policy mix, voilà, j'allais expliquer ce que j'entendais par là. C'est la position de la Banque centrale, la façon dont la Banque centrale peut aider cette conjoncture, peut aider cette résolution de crise. Ces deux tâches qui sont a priori complètement différentes. La politique monétaire d'un côté avec la Banque centrale européenne, la politique budgétaire de l'autre avec les États, les gouvernements des États membres. On est un peu dans une impossibilité ici aussi. Pourquoi ? Parce que d'un côté, dans cette construction institutionnelle nouvelle, on est en train de mettre en place des règles à long terme qui sont des règles de grande rigueur, qui sont des règles qui imposent de l'austérité, qui imposent une gestion des finances publiques équilibrée, au bout du compte c'est ça, et que ces règles-là, si elles sont interprétées de façon trop stricte à court terme, ça va avoir un effet très néfaste sur cette conjoncture qui est déjà difficile. Donc la politique budgétaire, en d'autres termes, est inhibée un peu pour des mauvaises raisons, par la logique de long terme qu'on est en train de mettre en place en Europe et qui elle-même est bénéfique et louable. Moi, je pense que j'ai pas de mal du tout à prendre, à endosser une position germanique sur la question, à dire à long terme, on a besoin de cette rigueur-là, mais à court terme, on aurait peut-être besoin d'un peu plus de flexibilité. Donc, à court terme, de facto, on est aujourd'hui dans
impasse en quelque sorte. On contracte, on fait de l'austérité de partout et donc ça a un effet cumulatif. Et du côté de la politique monétaire, la seconde difficulté, c'est que la crise souveraine est encore aujourd'hui un facteur qui inhibe ce qu'on appelle la transmission de la politique monétaire au sens standard du terme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, encore, quand la Banque centrale européenne baisse ses taux, ces baisses de taux ne profitent pas aux pays qui en ont le plus besoin. C'est-à-dire que si la Banque centrale européenne baisse ses taux, les ménages, les entreprises espagnoles ou italiennes vont pas avoir accès à un crédit moins cher. C'est une des façons de présenter l'inhibition du mécanisme de transmission. Donc, difficulté au niveau de la transmission de la politique monétaire, inhibition au niveau des capacités de stimulation de la politique budgétaire. Donc, à court terme, ça reste vraiment un enjeu de concilier la logique de long terme, qui est une logique de sérieux et de rigueur, et la logique de court terme, qui serait une logique finalement de politique de stimulation économique. Là, je vais m'arrêter là, je pense que... Oui, il y a un avantage aussi des panels féminins, c'est que les délais sont... les temps de parole sont presque systématiquement mieux respectés que quand les panels sont masculins. Il y en a une septième sur le plateau qui s'est bien cachée. Formidable. Et, écoutez, je pense que vous pouvez passer votre micro à Hélène Rey. Il va peut-être poursuivre votre propos je crois en insistant un peu plus sur le rôle de la BCE, mais peut-être après avoir répondu aux questions liminaires d'Agnès. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation à ce très bel événement. Pour moi, la leçon principale de cette crise économique qui est en train de se dérouler en ce moment, c'est que les États seuls s'en sortent très mal et qu'à mon avis, on ne va pas réussir à résoudre cette crise sans une coopération européenne renouvelée, sans un esprit européen qui se renforce grandement. Alors, les coûts humains de la crise sont malheureusement en train d'augmenter énormément. Il y a de plus en plus de chômage des jeunes. On n'a qu'à regarder en Espagne, en Grèce, au Portugal, en France. Il y a aussi des tensions indépendantistes qui se développent, comme en Catalogne. Et il est très difficile de se sortir de ces situations d'extrême urgence économique. Alors pourquoi est-ce que c'est si difficile ? Mais à mon avis, parce qu'il y a au moins 3 cercles vicieux très importants qui sont en train de s'entrelacer et qui rendent toute sortie de crise très difficile pour chaque pays de la zone euro individuellement et aussi collectivement, mais on aurait quand même une meilleure chance de s'en sortir si on était plus coopératif. Alors, quels sont ces 3 cercles vicieux ? Alors, le premier, c'est le cercle vicieux entre les dettes souveraines, la crise des dettes souveraines et la croissance économique. Le deuxième, c'est le cercle vicieux entre l'état des banques et les dettes souveraines, et les crises des dettes souveraines. Et le troisième, c'est le cercle vicieux entre les banques et la croissance économique. Donc, je vais développer un peu ces 3 cercles vicieux, expliquer comment je vois leur interaction et dans quelle mesure nous avons une stratégie en ce moment au niveau européen pour s'en sortir ou pas. Alors le premier cercle vicieux, c'est donc le cercle vicieux entre la croissance et les crises des dettes souveraines, c'est-à-dire c'est la crise des finances publiques en quelque sorte. Alors quand les finances publiques se détériorent, ça veut dire que la dette publique s'accroît en proportion du PIB. Ça veut dire qu'il faut rembourser de plus en plus des intérêts de la dette. Ça étrangle le budget de l'État. Et à la limite, quand on a des niveaux de dette qui sont très élevés, je ne sais pas, au-dessus de 120% du PIB ou voire plus, on est très très vulnérable parce qu'on est très très tributaire des mouvements de taux d'intérêt. Il peut se passer ce qu'on appelle en économie des phénomènes de crise autoréalisatrice qui sont simplement que si jamais les taux d'intérêt restent bas, et ben une dette de 120% du PIB comme la dette italienne avant la crise est soutenable. Mais si les taux d'intérêt augmentent pour une raison X ou Y, cette même dette de 120% du PIB, elle n'est plus soutenable. On ne peut plus, l'État ne peut plus être solvable à des taux d'intérêt élevés. Or, on sait bien qu'il y a seulement 3 façons de diminuer le ratio dette sur PIB. Une façon, c'est de faire défaut. C'est radical. Ça a quelques conséquences.
Une autre façon, c'est de faire de l'inflation, parce que quand la dette est en grande partie nominale, la valeur réelle de la dette diminue avec l'inflation. Et la troisième façon, c'est de faire des surplus budgétaires. Donc, en quelque sorte, c'est de s'arranger pour que le budget de l'État soit en surplus pour une période assez longue, histoire de faire diminuer cette dette. Et le problème, c'est que faire des surplus budgétaires, qui est la voie que la majeure partie des États de la zone euro essaient de suivre, faire des surplus budgétaires, c'est beaucoup plus facile en période de croissance. C'est même quasiment impossible de faire des surplus budgétaires conséquents quand on est en période de décroissance ou quand on a une croissance très faible. Donc, quand on a une croissance très faible, eh bien, il est très difficile d'atteindre des objectifs budgétaires fixés. Et le problème, c'est que si on essaye de les atteindre en faisant de l'austérité fiscale, de l'austérité budgétaire, c'est-à-dire en diminuant de façon assez brutale les dépenses ou en augmentant de façon assez brutale les impôts, eh bien, on a un effet sur la croissance de court terme. C'est les effets dont parlaient aussi les panélistes précédents, c'est-à-dire qu'on diminue la croissance de court terme. Donc on a ce premier cercle vicieux qui est, quand on a des dettes très élevées, c'est mauvais pour la croissance parce qu'il faut repayer tous ces intérêts de dette, on est très vulnérable, on est très fragile. De l'autre côté, quand on essaye à court terme, de façon brutale, de faire de l'austérité budgétaire, eh bien on diminue la croissance aussi. Donc voilà, ça c'est un premier cercle vicieux qui est très important. Le deuxième cercle vicieux, c'est celui qui est entre les crises des dettes souveraines et l'état du système bancaire. Donc quand on est dans des États où le système bancaire est très gros, donc le bilan des banques est parfois beaucoup plus gros que le PIB de certains États. On a eu par exemple l'Irlande, un cas comme ça. Si les banques ont un problème suite à l'éclatement d'une bulle immobilière, par exemple, elles ont investi beaucoup trop imprudemment, elles sont beaucoup trop exposées à la bulle immobilière, la bulle éclate, le système bancaire est complètement en désarroi. L'État veut renflouer le système bancaire parce que les banques sont quand même utiles, au moins certaines, pour le financement de l'économie. À ce moment-là, le système bancaire peut entraîner l'État lui-même en faillite. Et c'est bien ce qui s'est passé en Irlande. Donc ce n'est pas l'État irlandais, ce n'est pas le gouvernement irlandais qui avait des déficits très élevés, mais c'est le système bancaire irlandais qui était vraiment très exposé à la bulle immobilière, qui a entraîné les finances publiques dans sa chute. C'est aussi ce qui se passe en Espagne. Donc ça, c'est vraiment encore un problème qui est ce lien entre les banques, la solvabilité des banques et la solvabilité de l'État. Et si l'État est en faillite lui-même, très généralement, les banques d'un pays sont très exposées à la dette souveraine de leur pays. Et il y a d'autres mécanismes qui font que si l'État est en faillite, eh bien les banques, pour le coup, là, si les banques n'ont rien fait d'extraordinairement mauvais, si ce n'est qu'elles ont investi dans les obligations de dette souveraine de leur pays, eh bien elles vont quand même souffrir de la faillite de l'État. Donc il y a bien aussi une boucle, parce que l'État non solvable, ça implique des banques non solvables, et les banques non solvables, ça implique aussi, dans certains cas, l'État non solvable. Donc c'est le deuxième cercle vicieux. Le troisième, il est relativement simple. Le troisième cercle vicieux, c'est aussi entre les banques et la croissance économique. D'un côté, si la croissance est faible, eh bien, les bilans des banques se détériorent. Les banques font des prêts et comment vont ces prêts? Ça dépend de l'activité économique. Donc si l'activité économique décroît, les bilans des banques se détériorent. Ça, c'est normal. Et d'un autre côté, si les banques sont en période de faiblesse, eh bien on peut avoir aussi ce qu'on appelle un credit crunch, c'est-à-dire que les banques n'ont plus un bilan assez solide pour pouvoir faire des prêts, à l'économie, prêter aux entreprises, prêter aux ménages, etc. Et donc ça va aussi avoir un effet négatif sur la croissance. Donc là encore, il y a une relation qui va dans les deux sens, entre les banques et entre l'économie. Donc vous voyez que j'ai eu mes trois cercles vicieux là entre les États, dans la crise de la dette souveraine, les banques et la croissance économique. À chaque fois, il y avait ces cercles vicieux et en plus, donc, ils interagissent ces trois-là en même temps. Alors en ce moment, on est vraiment au cœur de ce mécanisme assez destructeur qui opère dans plusieurs pays de la zone euro et qui les entraîne dans la chute libre. Et il est assez clair qu'un pays seul face à ça, prenons par exemple l'Irlande ou prenons l'Espagne, il ne peut pas vraiment s'en sortir parce que les banques tombent, l'État tombe, la croissance tombe, etc. Tout se renforce.
Donc comment faire pour s'en sortir? Il faut une intervention, en gros, il faut une intervention externe. Et c'est là que la coopération européenne devrait jouer. Et dans un certain sens, il y a eu des initiatives de politique européenne qui ont été prises pour essayer de briser un petit peu ces cercles vicieux. Et remarquez bien qu'on a tous intérêt à coopérer, parce que si on ne coopère pas et si les États tombent les uns après les autres, on l'a bien vu, hein, Grèce, Irlande, Portugal, Espagne, Italie, problème, la France n'est pas loin, et les autres pays ne sont pas loin non plus. Donc si on continue à ne pas coopérer et à ne pas résoudre ces problèmes, c'est une espèce de jeu de domino où à la fin on paye tout un coût très élevé, sans compter évidemment le chômage qu'on voit déjà, etc. Donc il faut trouver des solutions coopératives. Le problème que ces solutions-là, ça implique en partie d'allouer les pertes qui ont déjà été occasionnées dans certains pays. Et donc ça implique des aides, ça implique des transferts d'un pays à l'autre. Et ce sont des choses qui politiquement, on le voit bien, sont très difficiles à mettre en place. Donc, quelles sont les stratégies qui ont commencé à apporter quelques réponses? Alors, je vais juste parler de deux. D'abord, j'ai pas le temps de développer plus, mais il y en a une qui est la décision d'établir une union bancaire européenne. Et là, on voit bien comment ça peut aider une union bancaire européenne, parce que justement, ça pourrait permettre de casser ce cercle vicieux entre les banques et les crises souveraines, qui est vraiment très important. Comment ça pourrait faire ça? Une union bancaire européenne, c'est à la fois d'avoir une supervision commune des banques, mais c'est aussi d'avoir un fonds de secours des banques commun. Donc, si les banques espagnoles sont trop grosses pour l'État espagnol, on peut avoir une assurance européenne qui fait que l'État espagnol ne va pas forcément en faillite à cause de ces banques. Et c'est aussi avoir une garantie des dépôts européenne, ou au moins une partie de la garantie des dépôts européenne. Donc, s'il y a une panique bancaire en Irlande, ce n'est pas seulement l'État irlandais qui garantit ses banques, et on a bien vu que l'État irlandais est trop petit d'ailleurs pour garantir ses banques, ça l'a complètement rendu insolvable. Il y a aussi une assurance au niveau européen. Alors ça, c'est une bonne idée, c'est vraiment ce genre de solution qui effectivement est très utile. Malheureusement, là, le pessimisme qui m'agite un petit peu en ce moment, c'est que cette solution a été proposée, on avait l'impression qu'on y allait. À un moment donné, on avait l'impression qu'on y allait même relativement vite. Et puis maintenant, on entend « Ah ben non, c'est pas maintenant. Puis le fonds de secours, c'est vraiment pas, faut pas en parler tout de suite. On peut parler de la supervision. Combien de banques? Toutes les banques? Peut-être. Ah ben non, juste les petites. » Et il semblerait que la volonté politique, au fur et à mesure où les marchés se calment un peu, parce qu'on avait entrevu des propositions. C'est fini? Il faudrait conclure. D'accord. Donc, je conclue. La volonté politique diminue. Voilà. Et donc, ça rend un peu plus pessimiste. Et la deuxième intervention politique de taille, c'était la BCE qui avait proposé l'OMT. Et là encore, malheureusement, donc on voit que l'Espagne qui devait... en un mot ce que c'est. Oui, d'accord. En un mot, qu'est-ce que c'est? Ou peut-être je laisserai à quelqu'un le soin d'expliquer ce que c'est et je reviendrai dans la discussion ensuite. Je suis pas sûre que je pense pas que ça va être forcément mais on en reparlera, effectivement. Ça laisse du mystère pour la suite. Merci beaucoup pour cette intervention. Je pense que vraiment on est assis dessus, en fait, je pense. Non, il y en a un autre. Ok. Il y a un certain nombre de questions déjà qui arrivent et qui ont trait aux deux interventions précédentes. J'en profite simplement pour vous dire, donc vous avez vu, vous pouvez poser vos questions par SMS. Sachez que la taille des questions est limitée à 140 signes et que si vraiment votre question mérite davantage de signes, il faut que vous me la posiez en 2 fois. Donc vous m'indiquez suite de la question. Je pense que j'arriverai à recoller les questions, même s'il y en a d'autres qui s'intercalent, pour que je puisse les comprendre et donc les poser. Je propose que nous poursuivions et puis que nous revenions à ces questions après, parce qu'il y a de toute façon beaucoup de points qui méritent élucidation. Et que Ulrike peut-être, puisque après tout, peut-être que Ulrike Guérot peut nous dire un mot de l'OMT, parce que c'est un grand tabou allemand de la décision de la Banque centrale européenne, enfin de racheter
de manière illimitée des titres publics à condition que les États soient engagés dans un processus dans un programme avec l'Union européenne et un processus d'ajustement budgétaire. Mais je ne vous demande pas de réaction technique là-dessus, mais ce qui me semble très frappant dans cette décision, c'est que c'est un énorme tabou allemand qui vient de tomber. Hein. Et que nous, de France, on a l'impression qu'on a une espèce d'Europe à l'heure allemande, mais il faut voir que l'Allemagne fait d'énormes concessions aussi, et là, c'en est un. Merci. D'abord, je devrais peut-être dire que malgré mon nom, je ne suis pas française, donc vous allez l'entendre avec mon français. Je veux bien répondre à la question, mais je voudrais aussi prendre un angle plus large, hein, parce que les OMC, ça me paraît un petit détail. Effectivement, c'est une petite révolution par rapport au mindset allemand, mais c'est justement peut-être là, être ici pour vous donner un regard allemand de la crise, au lieu de, parce que les deux intervenants l'ont déjà fait, de rentrer trop dans les détails économiques. Quand on voit les dernières 2-3 ans, et c'est pour ça que le 6 septembre, quand Draghi s'est décidé de monétariser, enfin de mettre de l'argent dans le système, c'était un peu une révolution idéologique. En fait, quelqu'un l'a dit, vous avez dit, vous êtes en train de changer la banque centrale, hein, indirectement, sans qu'on fasse ça ouvertement dans les statuts. Effectivement, ça rappelle beaucoup en Allemagne. Et parce que l'Allemagne, pendant la crise, et j'ai bien lu les journaux français, quand on a fait le pacte fiscal et tout, le débat sur l'austérité, l'Allemagne est un peu le bouc émissaire. Je voudrais quand même me permettre de vous donner une grille de lecture, disons, de l'allemand ordinaire. Et de vous dire d'emblée, l'Allemagne aujourd'hui n'est pas forcément un pays riche. Hein? Et c'est très important de comprendre ça, parce que statistiquement, l'Allemagne est un pays très riche, et statistiquement, en Allemagne, on a largement profité de la crise, de l'euro, du marché commun, mais individuellement, en Allemagne aujourd'hui, beaucoup de gens sont plus pauvres qu'il y a 10 ou 15 ans. Et je pense que comprendre ça et en partie comprendre la réaction allemande à la crise. Je suis très prêt à accepter ou à admettre que l'Allemagne a eu un débat très pauvre sur les Grecs lazy, paresseux et tout ça, que c'était vraiment une campagne scandaleuse. Mais si on veut essayer d'expliquer comment on a pu s'enfoncer dans un débat austérité, croissance, et où en fait on a vu cette victimisation allemande à l'intérieur de l'Allemagne, alors que tout le monde a regardé sur l'Allemagne comme le pays qui doit trouver les solutions, payer, tirer la locomotive de l'économie, je pense que c'est vraiment ce décalage de perception qui nous aide à comprendre. Et pour aller un peu en retour, il faut quand même comprendre qu'on a fait l'euro en 89-92, donc 2 ans après l'unification allemande, bien que c'est faux, bien qu'on a lancé l'euro beaucoup avant, en Allemagne, le fait qu'on a dû payer, entre guillemets, avec notre monnaie très chère, le D-Mark, pour l'unification, c'est incrusté dans le mémoire public. C'est faux, mais c'est comme des mythes collectifs, ça existe. Le deuxième problème du débat, c'est quand on a fait le transfert 2001-2002, le transfert des monnaies, il y avait un slogan allemand qui à l'époque était « Euro teuro ». Et ça voulait dire que le deuxième mythe national, c'est que l'euro a rendu tout plus cher. Vient la crise grecque, où on en fait est en rupture avec la clause 125 du traité de Maastricht, qui est la clause non-bailout. Parce que bon, alors, c'est-à-dire qu'on ne va pas aller court des pays qui sont en difficulté monétaire, parce que justement le contrat de Maastricht, le traité de Maastricht était fait sur la base que chacun est responsable de ses dépenses étatiques et que personne ne vient au secours des autres. Voilà. Donc vient la crise grecque en 2003, où on est en fait, alors qu'on ne le dit pas comme ça parce qu'on trouve des mécanismes un peu plus soft, on vient à l'aide de la Grèce, donc on est en rupture, au moins selon quelques juristes allemandes, du traité de Maastricht. Je vous dis tout ça pour comprendre que dans la philosophie, et c'est ça aussi la question, dans la logique allemande, dans la logique de beaucoup de son establishment, des économistes, des juristes de Karlsruhe, la Cour constitutionnelle et tout, l'Allemagne a été trahie 3 fois.
Une fois en 92, contre l'euro contre l'unification, euro-toro, on a été trahi sur le plan de l'inflation et maintenant on est encore trahi sur le plan du bail-out. On doit aider les autres alors que c'était dans le traité qu'on ne devrait jamais faire ça. Donc ça fait une triple victimisation. Que ça soit faux ou pas, c'est un tout autre débat. Et je suis tout à fait d'accord avec les deux économistes là, que déjà de toute manière c'était erroné du premier plan de faire le traité de Maastricht comme ça, ou pour le dire autrement, il était incomplet dès le début. On savait dès le début que ça ne pouvait pas marcher comme ça, qu'il fallait des transferts à un moment donné, que de toute manière l'Euroland, l'Eurozone est déjà en fait une économie agrégée qui ne marche qu'ensemble, que les industrial value chains, les chaînes, enfin vous me comprenez, ils sont de toute manière déjà européanisés, que BMW allemand, ça n'est pas une voiture allemande parce qu'il a des pneus français et du tissu italien dedans, et donc c'est ce qui fait le marché commun, et donc c'est un peu aberrant comment on traite l'économie aujourd'hui, parce que le grand problème des débats qu'on a eu ces derniers mois, c'était justement qu'on s'est laissé prise dans des débats nationaux qui ont joué intérêt national contre des autres intérêts nationaux, alors que on a manqué de raisonner mentalement en zone agrégée commune. Et je pense que c'est ça encore le risque aujourd'hui. Donc quand je vois là maintenant les quelques mots clés que vous avez entendus aujourd'hui, c'est exactement le problème pourquoi on avance lentement et qu'il est lentement de faire accepter dans la population ce qu'on est en train de faire. Quand Madame dit qu'on est en train d'inventer un nouveau rôle de la BCE, c'est justement aussi la question des OMC là maintenant. D'une certaine manière, c'est vrai. On a vu que dans la définition de Carl Schmitt, der Souverän ist, wer über den Ausnahmezustand entscheidet. Donc, souverain, c'est lui qui décide sur l'état exceptionnel. Mais on l'a vu le 6 septembre qu'aujourd'hui, justement, c'est la BCE qui, d'une certaine manière, est le souverain de l'Europe. Hein? Donc, c'est déjà un changement aussi de mode de fonction de la BCE. La BCE a pris des fonctions qui ne sont pas réglées statutairement. Il y a des juristes allemands qui se sont heurtés à ça. Vous avez bien suivi le débat. On a fait un arrêt de la Cour constitutionnelle et je vous dis que c'était très, très, très juste. On a quand même tremblé. Bon, c'est une toute autre question si l'Allemagne devrait résoudre ces questions sur le plan politique ou pas, et que c'était un peu aberrant de laisser ces questions à une cour. Ça se discute. Mais tant que c'est comme ça, il faut arriver à expliquer aussi aux Allemands pourquoi on est en train de faire des choses qui étaient réglées différemment. Bon, sur la BCE, je pense que justement les dés sont tombés. La BCE est en train de changer de rôle. Le problème étant que tout ça, c'est un discours d'une certaine manière tacite, qui n'a pas été mené ouvertement en Allemagne, qui n'a pas été expliqué aux citoyens. Et en fait, ça creuse exactement ce qu'on appelle aujourd'hui le déficit démocratique, c'est-à-dire que vu de l'Allemagne, les gens ont l'impression qu'il y a des choses qui se passent, que c'est pas vraiment juste parce que ça devrait être autrement. On aide les Grecs, on aide les banques, c'est pas dans les traités, mais on le fait quand même. Alors ils se sentent trahis. Et je pense que c'est justement la confidence qui nous manque, et c'est la confidence aussi dans un discours basé sur des réalités, sur des faits, ce qui se passe. Et d'une certaine manière, on n'ose pas, parce que le système politique, et en Allemagne et ailleurs d'ailleurs, est un peu en panique, est en train de paniquer un peu devant les peuples. J'aime pas cette expression, hein, les citoyens ce sera mieux, mais on voit une grande émergence du mot peuple dans le discours allemand, c'est-à-dire on a peur de décrire ce qui est en train de se faire, c'est-à-dire la construction d'un réel système politico-économique autour de la zone euro. Voilà. Et là, je rentre en plein du problème. Une fois que maintenant, déjà, le discours en Allemagne a changé. L'Allemagne s'est calmée. On a fait la décision de la Cour constitutionnelle. On s'est pris au jeu d'un changement tacite du rôle de la BCE. Hein? C'est vrai que c'est beaucoup. Alors qu'on a eu tout un débat dans les pays autres que l'Allemagne ne fait pas assez. Voyez? Mais il faut comprendre que pour l'Allemagne, déjà, c'est beaucoup. Bon.
Si maintenant on va dans les questions que je pense que c'était Hélène qui l'a mentionné, elle a dit qu'il faut parce que vous savez qu'on est en train de parler maintenant de l'union bancaire, justement, le rapport Van Rompuy qui a mis ça sur la table au mois de juin avec les 4 building blocks, donc structure fiscale intégrée, structure budgétaire intégrée, structure économique intégrée et quatrièmement, structure politique intégrée. Donc Hélène a justement dit que une des questions sur la table, c'est maintenant de réfléchir sur une zone de secours, sur un fonds de secours commun pour les banques, pour que on peut éviter un run sur les banques. Ici, des banques en Espagne craquent, qu'on n'a pas un système de domino, voilà, et une garantie de dépôts européens. Bon, là où je pense que les Allemands ont raison, c'est que, et il ne faut pas prendre les réponses allemandes à ça, mais je pense qu'il faut prendre les débats allemands sur ça. Hein? Pas les réponses, mais les débats. C'est que c'est tout ce qu'en Allemagne, on considère ce débat sur une union politique. Parce qu'il est vrai que le système reste profondément pas démocratique quand on donne le rôle du souverain à une BCE, parce que ce n'est pas sa tâche. Donc il faut politiser le système. Donc, si on trouve un système où après, à la fin, en fait, c'est quand même le contribuable allemand qui paye pour des banques espagnoles qui ont des problèmes, on a un problème de représentation. C'est vraiment très classique, no taxation without representation. Bon. Et donc, je pense que le débat allemand, en ce moment, d'ailleurs depuis quelques semaines, il a changé. On a changé, en fait, et je pense que c'est très bien parce que c'est quand même, pour une fois, une salle très jeune, je dois dire, parce que normalement, on discute l'Europe, c'est des salles très vieux. Mais je pense que là, c'est très, très bien qu'on a réussi un débat sur des Grecs paresseux, des banques et tout ça, pour mettre le doigt en plein cœur du débat, c'est oui ou non, on sera capable et volontaire de construire une véritable démocratie européenne autour de la zone euro qui est l'économie agrégée dans laquelle on devrait régler et d'ailleurs re-régler le rapport État-marché, mais aussi le rapport capital-labor, travail. Voilà. Parce que c'est ça le Erbsünde, le péché original de Maastricht, c'était quoi? D'une certaine manière, pour être très simple, c'était qu'on a décalé marché et État, qui doivent être dans le même niveau de responsabilité. Donc on a mis monnaie et marché au niveau européen, on a laissé politique redistributive, sociale et autres, macroéconomique et tout, on a tout laissé au niveau national. Donc ça ne pouvait pas coller, et d'ailleurs c'est, je pense, une très grande raison pour les dérapages. Donc aujourd'hui, la tâche c'est de compléter, c'est pour ça le rapport Van Rompuy s'appelle rapport pour une véritable union monétaire. Et pour vous dire où on est le débat est quand même de mettre maintenant la responsabilité sur les dépenses au même niveau que la responsabilité de ceux qui couvrent la dette, liability. Hein? Donc responsibility, liability. Donc on parle d'un parlement pour la zone euro, on parle d'un budget pour la zone euro, et on a beaucoup de problèmes de légitimité à résoudre parce que la plus grande dispute entre la France et l'Allemagne aujourd'hui, c'est que si on devrait concevoir une véritable démocratie européenne, si on le veut, si on le peut, hein, c'est une grande question pour la jeunesse d'aujourd'hui, mais la question clé après, c'est comment concevoir cette démocratie européenne. Est-ce qu'on la conçoit plutôt avec des mécanismes exécutifs ou parlementaires? Et je pense que parce que tous les débats que vous lisez là maintenant dans les journaux sur un super commissaire que M. Schäuble veut, il s'agit en fait de qui a le contrôle futur sur les dépenses collectives. Et après là, il faut trouver des solutions. Voilà. Bon, je pense que Sylvie Goulard, c'était passionnant, mais va tout à fait continuer sur le même genre de thématique. Donc, non, mais je crois que c'était très important que Ulrich puisse éclairer un public français en disant des choses qu'on entend trop peu souvent. De même que, enfin, moi j'étais en Allemagne hier, je répète toujours que nous n'avons pas fait le même euro. C'est-à-dire qu'en Allemagne, on a vendu
un euro qui ressemblait aux marques, qui était fondé sur la stabilité, qui était fondé sur le combat contre l'inflation et sur un certain type de banque centrale. Et ce fameux article 125 du traité dont Ulrich a parlé, même les chauffeurs de taxi en Allemagne vous en parlent, alors qu'il n'est pas dans le débat français. Et donc la vraie difficulté qu'on a, bon, vous savez, il ne faut pas paniquer non plus, 20 ans à l'échelle d'un projet comme ça, c'est pas grand-chose. Depuis 20 ans, on essaye de faire la même monnaie alors qu'on n'a pas vendu le même produit aux différentes opinions publiques. Et là, on prend 2 pays, ça se complique si on parle d'autres. Donc moi, je trouve très positif que Agnès ait rappelé à quel point on a fait des choses depuis le début de la crise et que vous soyez aussi nombreux, moi je vous remercie, de venir pour écouter des gens parler d'un sujet assez austère et sur lequel il y a beaucoup de simplification. Vous avez beaucoup de gens qui disent « de toute façon, on n'a rien fait ». Non, c'est pas vrai. On a fait des choses. Et moi, ce que je voudrais dire, c'est que je crois qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites. On peut rendre hommage à ceux qui ont géré, je veux dire, qui ont mené le bateau dans la tempête depuis 3 ans. Ça n'exonère pas non plus d'avoir un regard un peu critique sur ce qui ne va pas. Et c'est dans cette approche très différenciée que se trouve, à mon avis, la liberté du citoyen. Donc ne tombez pas dans les pièges du on n'a rien fait ou alors X ou Y a la solution, c'est pas vrai. Alors je prends quelques points. D'abord, ça a été dit, donc il y a un défaut de conception à l'origine et qui est quelque chose, je dirais, d'extrêmement humain. En fait, si vous réfléchissez bien, on a voulu avoir tous les avantages de la monnaie unique et n'en assumer aucune contrainte. En France notamment, d'ailleurs, on avait vendu l'euro comme un instrument de puissance mondiale, comme un outil de croissance, c'est-à-dire que l'euro, effectivement, a mis fin au risque de change, nous a permis vis-à-vis du monde extérieur de nous constituer, etc. Mais on ne peut pas avoir tous les avantages liés au fait d'être unis et rester aussi souverain que si nous ne l'étions pas. Voilà. Et c'est ça le paradoxe de l'Union européenne et surtout de la zone euro en ce moment. Donc il faut regarder ça en adulte. Si on veut les avantages, il faut aussi accepter un certain nombre d'inconvénients, quitte à essayer de les minimiser. Et quand on pense... C'est rigolo d'ailleurs presque après coup, et le très bon bouquin que vient d'écrire Patrick Artus, qui était là ce matin sur la crise de l'euro, le souligne. On a pensé en gros qu'il suffisait de dire on fait une monnaie commune, on crée une BCE, alors pour le coup elle a été créée de manière solide, elle est véritablement de nature fédérale, avec des prérogatives limitées mais des pouvoirs très puissants dans le domaine où elle agit. On s'est dit voilà, avec ça, et puis 2 règles sur la dette publique et le déficit public, on est paré pour l'hiver. Quand on y réfléchit, c'est quand même pas suffisant. Notamment, on a oublié ce petit détail qui s'appelle, dans le jargon, l'économie réelle. C'est-à-dire que la monnaie est adossée à un système économique, qui a des entreprises, qui a des ménages, qui a une croissance ou pas, qui a des politiques qui vont l'encourager ou la décourager. Et on a même maintenu la fiction, et moi ça me choque de voir qu'il y a encore des gouvernements qui insistent sur la souveraineté nationale à l'intérieur de la zone euro. Non, moi je vous le dis de manière, ça vous plaira peut-être pas, mais la souveraineté dans la zone euro, elle est partagée. Ça a amené les Allemands à accepter un certain nombre de choses, ça doit amener les Français à en accepter d'autres. Voilà. Et si on ne part pas du bon point de départ, qui est la souveraineté partagée, eh bien, on ne peut pas arriver au bon résultat. Mais bon, écoutez, ça fait 20 ans qu'on la partage, la souveraineté, on est encore vivant. Hein. Je veux dire, il ne faut pas non plus en faire un fromage. Les souverainistes racontent des histoires. On vit depuis déjà longtemps dans un système qui est très interdépendant, qui d'ailleurs maintenant est dans une interdépendance mondiale. L'illusion que les Français tout seuls, mais même les Allemands tout seuls, vont arriver à faire des choses en se coupant du reste du monde, c'est une illusion complète. Nos clients, nos partenaires, et je dirais même en positif, parce qu'il ne faut pas le dire seulement en négatif, dans les échanges, nous apprenons beaucoup, nous nous améliorons, nous avons accès à de nouveaux produits, nous avons accès à une nouvelle manière de faire. Moi, je suis extrêmement reconnaissante aux Allemands pour l'exportation de la culture de stabilité que représente la monnaie européenne. L'euro, vous avez l'impression qu'il va mal. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas les structures politiques qui vont avec la monnaie. Mais par rapport au dollar, par rapport à la livre sterling ou par rapport au yen, c'est fondamentalement la zone euro, une zone qui est en meilleures conditions quand on la prend comme on devrait la prendre, c'est-à-dire comme une zone agrégée. Ce qu'évidemment les politiques ne font pas. Parce que tu as raison, Ulrich, de dire on a déconnecté le niveau où on prend les décisions, mais surtout on a déconnecté la politique. C'est-à-dire que vous avez élu en France au printemps un président de la République qui, en vertu de la Constitution de la Ve République, que ce soit celui-là ou un autre, ça ne change rien, je ne politise pas, hein, vous avez l'impression qu'il a des pouvoirs énormes, et puis 15 jours après, vous apprenez qu'il va au Conseil européen
qu'il est 1 sur 27 et que le veto dont vous avez dit qu'il protège la France va parfois faire que les Français ne vont pas obtenir ce qu'ils veulent. Voilà. Donc il y a une espèce d'arnaque, puisqu'il y a un niveau politique où on vous consulte, qui est le niveau national, où il y a toute une mythologie, tout un... Alors en France, elle est présidentielle, en Allemagne, elle est parlementaire, vous allez voter l'année prochaine, vous avez l'impression que ça va changer la face du monde. Et en fait, le niveau où vous choisissez les politiques n'est pas le niveau où, depuis qu'on a fait l'euro notamment, se fait la politique. Donc c'est pour ça que la question la plus importante maintenant, c'est comme l'a dit Ulrich très justement, et comme les autres l'ont laissé entendre, c'est d'arriver à, j'irai même plus loin qu'Hélène, je dirais pas seulement coopérer. Je crois que justement, on a essayé de coopérer seulement. On a dit chacun rester souverain, et en se coordonnant, on va y arriver. Je crois qu'une des leçons de cette crise, c'est que ça ne suffit pas. Et qu'il y a un certain nombre de domaines, je ne dis pas qu'il faut tout mettre au niveau européen, ça serait absurde, mais il y a un certain nombre de domaines dans lesquels il va falloir faire les choses ensemble, mais vraiment ensemble. Je prends un exemple tout bête. Il est évident que si vous faites appel à la solidarité, un pays A va être aidé par les pays B, C, D, E, etc. Il est évident que si les conditions de prestations sociales, si l'âge de départ à la retraite, si la manière dont fonctionne le marché du travail, etc., sont complètement différents entre le pays A et tous les autres, notamment si c'est plus favorable dans le pays qui est aidé que dans les pays qui aident, et là Ulrich a vraiment bien fait d'insister sur ces nouvelles formes de pauvreté qui existent en Allemagne, évidemment ça va poser des problèmes. Et c'est pour ça que c'est idiot de nationaliser le débat. C'est absurde parce qu'en fait, il y a en ce moment en Europe des gens qui ont plus en commun quand ils vivent dans certaines couches de la société, en France, en Italie, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Pologne, que leurs propres compatriotes qui, eux, sont dans les classes inférieures de la société. Les réformes qu'on a appelées en Allemagne Hartz IV, qui ont été des réformes de flexibilisation du marché du travail, il se trouve que je suis présidente de l'intergroupe de lutte contre la pauvreté au Parlement européen. Et je trouve que c'est très bien parce que j'aime bien à la fois voir Goldman Sachs et voir les gens les plus démunis. Mais vous vous rendez compte que ces politiques-là ont eu en Allemagne un effet assez effroyable sur une partie de la population. Donc, si vous voulez, dans la réussite allemande d'aujourd'hui, il y a une face qui est tout à fait remarquable et qui mérite le respect. Il y a eu un consensus national aussi pour faire évoluer les règles qui est tout à fait remarquable, mais à l'inverse, il y a quand même des catégories sociales qui payent un prix élevé. Et donc, si vous voulez, le problème, c'est de recréer de la solidarité en général en Europe. Pas seulement la solidarité soi-disant des Allemands pour les Grecs, mais de recréer de l'égalité dans nos États et entre les États. Donc ça, c'est vraiment important et à mon avis, c'est ça l'enjeu. Et très sincèrement, bon, on a parlé ici, c'est un peu technique, d'union bancaire, mais sincèrement, si je vous dis que la principale priorité de l'Europe en ce moment, c'est d'aider les banques, vous allez dire, mais ils sont complètement dingues, ces gens. Parce que vous n'avez pas envie qu'on aide les banques seulement. C'est un aspect technique important qu'il faut régler, et je ne fais jamais de critique des banques. Mais on ne fait pas bouger une société sur un projet d'union bancaire. Vous n'allez pas vous motiver le matin pour l'Europe simplement pour faire l'union bancaire. La question intéressante de savoir s'il y a un fonds de résolution ou pas. Ce sont des questions techniques très importantes. Mais le projet européen, c'est infiniment plus que ça. La vraie question, et je vois d'ailleurs ça passe en boucle derrière, là, hein, il y a une banque qui est la banque d'un monde qui change. C'est quoi l'Europe dans le monde qui change? Qu'est-ce qu'on veut faire ensemble en Europe? Et comment on en parle? Parce qu'il n'y a pas une réponse. Et je ne la détiens en aucun cas. Mais pourquoi on a besoin de la démocratie? Parce que justement, par exemple, pour ce que j'ai dit tout à l'heure, l'âge de la retraite, on le fixe comment? S'il ne doit pas être complètement décalé entre les différents pays, il faut bien qu'il y ait un espace de démocratie, de transparence, de discussion publique, de participation de la société civile, de participation des syndicats, des églises, des associations, de tout ce qu'on voudra, des académiques bien sûr, du secteur privé et tout, que ce débat-là, nous l'ayons dans une démocratie qui est pan-européenne. Moi, je n'ai pas envie de vous parler d'institutions. D'ailleurs, dans le bouquin que je vais sortir avec Mario Monti, on n'entre pas dans la question de savoir s'il faut élire le président de la commission suffrage universel, mais ça, on verra après. La vraie question, c'est de savoir si on est d'accord pour dire on a besoin d'un espace de démocratie européen. Alors, est-ce que c'est un espace de démocratie parlementaire? Et là, vous allez avoir des gens en France qui vont dire « Ah, je ne veux pas l'Europe à l'allemande ». Pas l'Europe à l'allemande, je veux dire, la démocratie, elle est au Royaume-Uni, elle est en Allemagne. Il se trouve que les Allemands ont un système fédéral qui est plutôt adapté au genre de choses qu'on veut faire et que c'est en plus une démocratie parlementaire remarquable. Bon, on n'est pas obligé de prendre le modèle allemand. Discutons si on veut un régime présidentiel, est-ce que ça marcherait un régime présidentiel? Est-ce que les Français pourraient arriver avec des idées de temps en temps? Vous avez peut-être entendu M. Moscovici ce matin,
Non, mais sincèrement, la seule chose qu'on nous dit, ça fait plus de 20 ans, c'est l'union politique, ça viendra après. Et ça viendra quand, l'union politique? On va attendre quoi? Vous savez, en italien, on dit c'est non ora quando. Hein, ça, c'est le slogan des femmes italiennes. C'est si ça n'arrive pas maintenant, quand? Parce qu'on a déjà fait l'erreur de ne pas faire l'union politique en 1992, quand on a fait le traité de Maastricht. On a fait l'erreur de ne pas répondre à Karl Lammers et à Wolfgang Schäuble en 1994, quand ils ont fait à la France la plus grande proposition stratégique que l'Allemagne ait jamais faite à la France, qui était de dire, voilà, il va y avoir l'élargissement, il y a l'euro, comment on organise tout ça? Réponse de Paris, on ne veut pas du fédéralisme. Bon. En 2000, Joschka Fischer fait un discours à l'université Humboldt remarquable. Réponse des Français, on ne veut pas du fédéralisme. Mais moi, j'aimerais bien que les Français et la classe politique française nous disent ce qu'ils veulent. Parce que pour l'instant, ce qu'ils veulent, ça s'appelle une contradiction. Ils veulent une Europe forte avec des institutions faibles. Ils veulent faire des choses avec les autres, mais ils ne veulent pas se soumettre aux autres. Et je conclus là-dessus. On a besoin d'un espace discrétionnaire. C'est très frappant que Ulrich ait dit à plusieurs fois « on n'a pas respecté les règles, on a été trahi, etc. » Tu as tout à fait raison dans le système tel qu'il fonctionne. Le système, jusqu'à aujourd'hui, c'était des traités, des règles, et les Allemands ont tout à fait raison de dire que quand il y a des règles, il faut les respecter, il ne faut pas s'en affranchir. Mais je crois que les Français n'ont pas entièrement tort, mais qu'il faudrait qu'ils l'expliquent mieux et qu'ils le développent, de dire on ne peut pas gérer un espace politique uniquement avec des règles. Ce dont on a besoin, c'est d'une capacité d'improvisation intelligente. Et tous les parents qui sont dans la salle le savent. L'éducation, c'est des règles, et puis en général, des enfants qui vous déroutent tellement que vous avez intérêt à improviser, et on n'improvise pas toujours intelligemment. Mais c'est vraiment ça, le rapport à une société qui bouge, qui change, qui évolue. On ne peut pas bâtir l'avenir de l'Europe uniquement sur des règles. Donc il faut cet espace discrétionnaire. Moi, personnellement, j'ai tendance à penser, pas parce que je suis au Parlement européen, je suis allée au Parlement européen parce que je le pensais avant, qu'on a besoin d'un espace parlementaire et d'une société civile aussi particulièrement dynamique et engagée. Et je crois qu'il faut aussi qu'on y croit un peu à l'Europe. Je termine sur un point. Si nous ne nous posons pas sérieusement la question qui fâche, qui est la question de la représentation externe de la zone euro, c'est valable pour l'Union européenne, mais restons à la limite sur l'euro. Comment voulez-vous qu'un investisseur chinois ou un responsable américain croit une seule seconde à la survie, enfin j'aime pas ce mot, à la perpétuation de l'euro, si ceux qui sont dedans font absolument tout pour donner le signal qu'ah non, surtout, il ne va pas y avoir quelqu'un qui parle à ma place. Hein. Voilà. Donc nous allons gaiement, enfin pas nous, mais nos dirigeants vont gaiement en groupes nombreux dans les conférences internationales pour expliquer que l'euro va se perpétuer. Il ferait mieux de ne rien dire et qu'il n'y en ait qu'un seul qui y aille. Merci. C'est vraiment agréable d'assister à un débat où il se dit des choses vraiment importantes. Voilà. Merci à vous deux, enfin merci à toutes. Il y a une foule de questions. Je sais pas, je suis absolument désolée. J'arrive même pas au bout de la liste. Je vais pas du tout pouvoir les prendre toutes. Ce que je vous propose, le temps que j'arrive à les traiter, c'est qu'il y en a qui sont extrêmement récurrentes. Donc je pense qu'il faudra les aborder. Et comme d'habitude, c'est les questions les plus simples, apparemment les plus naïves, qui sont les plus importantes et parfois celles qui déroutent aussi le plus les économistes. Il y a une question qui revient très, très souvent, c'est pourquoi on ne fait pas défaut ? Bon, voilà, pourquoi ce tabou du défaut? Est-ce question adjacente, mais est-ce que la Grèce pourra éviter de faire défaut? Mais bon, je pense que au-delà de la question de la Grèce, qui me semble plus balisée, voilà, expliquer peut-être pourquoi c'est quand même très problématique de faire défaut. Il y a la question des euro-obligations qui revient plusieurs fois, en pourquoi est-ce qu'on n'en a pas parlé. Il y a quelques questions sur l'Allemagne, peut-être qui permettront à Ulrich de préciser un peu.
à la fois d'essayer de comprendre pourquoi est-ce que l'Allemagne est si arc-boutée sur la question de l'austérité. Alors, vous l'avez dit, mais la question est quand même venue. Et où est passé l'argent de l'Allemagne si les Allemands n'en ont pas bénéficié? Je vous propose de... Après, il y a une foule de questions plus techniques, mais on pourrait en poser une infinité. Est-ce que nos économistes veut essayer de répondre à la question du défaut? Je peux commencer à donner peut-être quelques éléments. D'abord, est-ce que c'est pas désirable de faire défaut? Ah ben, à vrai dire, peut-être, et certainement, dans le cas de la Grèce, il me semble que là, on a un État qui n'est pas dans une crise autoréalisatrice au sens où je la décrivais auparavant, c'est-à-dire que si le taux d'intérêt est haut, l'État devient insolvable, et si le taux d'intérêt est bas, tout va bien. Ben, je crois que malheureusement, dans le cas de la Grèce, les fondamentaux sont tellement difficiles que dans à peu près tous les scénarios envisageables, la Grèce a trop de dettes et elle ne peut pas s'en sortir. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, soit on fait des transferts, soit on fait un défaut. La Grèce a déjà fait plus ou moins un défaut, mais qui n'est pas suffisant. Le taux d'endettement de la Grèce est toujours très très élevé. Donc, il semblerait qu'effectivement la Grèce devra encore restructurer sa dette, couper sa dette. C'est difficile de voir sinon comment elle s'en sortira. Alors pourquoi est-ce que c'était si difficile d'arriver à une situation où on peut discuter les défauts dans la zone euro? Il semble que les gens avaient très peur au tout début de la crise à cause de l'interconnexion, encore une fois, du système financier, qu'est-ce qui se passerait si il y avait un défaut d'un pays qui était même relativement petit, comme la Grèce. Je crois que c'était un peu le syndrome Lehman Brothers qui a fait peur, d'une certaine façon. Et les gens ont préféré retarder l'échéance. On a préféré essayer de dire, oui, avec une intervention du FMI, la Grèce va peut-être s'en sortir un peu. Et puis on a bien vu que ça ne marchait pas. Et il y avait pas mal d'économistes qui disaient depuis le départ, d'ailleurs, ça ne marchera pas, parce que les chiffres, l'arithmétique de la croissance de la dette est telle que ces interventions du FMI, ce n'est pas suffisant. Mais malheureusement, malgré tout cela, il y avait une peur de la part je pense, d'une grande partie des décideurs, des conséquences de cette fameuse incertitude qu'on ne sait pas trop chiffrer. Et peut-être qu'on a trop tardé à vouloir effectivement éliminer de la dette par la voie du défaut ou des restructurations. Maintenant, on a quand même une expérience au niveau international avec les défauts de dette et ça se passe pas toujours très bien, mais enfin ça a quand même des vertus parce que quand un pays est très très endetté, eh ben, il y a tout un tas de distorsions qui font qu'il ne peut pas en gros sortir du trou. On devrait un peu dépasser nos tabous. Alors je pense qu'effectivement on a été un peu trop timide avec ce genre de tabou et on n'a pas discuté assez les options qui étaient sur la table. Et la dernière chose que je voudrais dire dans le contexte de restructuration de la dette et de ce qu'on peut faire avec quand un pays est très endetté, c'est aussi le fait que il faut bien se rendre compte quand un pays est très endetté. Bon, il y a peut-être des irresponsabilités du point de vue du pays qui s'endette, mais il y a aussi de la responsabilité du pays qui prête, ou des acteurs qui prêtent. C'est-à-dire que les gens qui prêtent sans regarder le risque auquel ils s'exposent, sans regarder les fondamentaux, les gens qui, par exemple, amplifient les bulles immobilières en prêtant et prêtant encore, comme en Irlande, eh bien, il est bien normal que les créditeurs de pays qui font ça et qui ont pris beaucoup de risques et qui finalement s'en sont mis plein les poches sans manager leurs risques, il est bien normal qu'à un moment donné, leur responsabilité leur tombe sur la tête, ils fassent des pertes. Et on a certainement été, par exemple dans le cas de l'Irlande, beaucoup trop du côté des créditeurs en garantissant beaucoup trop de choses. Les gens avaient fait des investissements risqués, ils n'ont pas été appelés à faire des pertes. Et ça, c'est très mauvais d'un point de vue d'incitation à l'investissement ex-ante. C'est le problème de l'aléa moral qu'on discute assez souvent. Donc effectivement, moi je pense qu'on a fait des erreurs de ce point de vue-là dans la gestion de la crise européenne. Je suis là.
Je vais juste compléter la réponse d'Hélène sur pourquoi pas de défaut. Il y a le point de vue du créancier, il y a le point de vue du débiteur. Le point de vue du créancier, on comprend bien qu'on n'est pas follement enthousiasmé à l'idée que les dettes ne soient pas remboursées. Et il faut dire que dans le cas de la Grèce, aujourd'hui, c'est des dettes qui sont détenues par le secteur public. Autrement dit, ce seront des contribuables allemands, français, italiens, espagnols. Eh ben oui. Non, mais la dette grecque, le Fonds européen de stabilité est aussi abondé par des Italiens. Donc ça, c'est le point de vue des créanciers, je pense qu'on le comprend assez bien. Maintenant, il y a le point de vue des débiteurs, et c'est vrai que c'est moins intuitif. Pourquoi finalement un débiteur s'échine à rembourser sa dette? Il ferait mieux peut-être de faire défaut. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que après un défaut, eh bien, il y a un certain temps pendant lequel le pays se coupe des marchés financiers. Donc, il ne peut plus emprunter quoi que ce soit, ni le secteur public, ni le secteur privé. Enfin, ça devient très difficile. Et donc, quand on a encore besoin de financement extérieur pour payer ses dépenses courantes, c'est assez dangereux parce que l'ajustement est encore plus brutal que la troïka, la pire. Et donc, il faut là où ça commence à devenir intéressant, c'est quand le solde budgétaire hors intérêt de la dette devient excédentaire, parce qu'à ce moment-là, on n'a plus besoin des marchés financiers, si ce n'est pour payer les intérêts. Et donc là, l'incitation à faire défaut devient importante. Et puis sinon, il y a la troisième raison qu'a indiquée Hélène, qui est le risque de contagion. Si un pays fait défaut, quel est le suivant? Et donc, c'est vrai que les Européens sont terrorisés à cette idée. Je vais répondre rapidement sur la question des euro-obligations. Pourquoi finalement ce sujet a largement disparu? Je crois que c'est complètement lié enfin non, ça n'a pas disparu. Il y a un excellent rapport de Sylvie Goulard sur le sujet. Mais voilà, simplement, je crois que c'est complètement lié à ce qu'elle a dit. Je vais lui repasser la parole. Sur l'union budgétaire, Ulrich a parlé de pas de représentation, pas d'impôt sans représentation. Et si on parle de mutualiser la dette, ça veut dire éventuellement rembourser la dette des voisins, et donc sans représentation, ça paraît difficile. Non, je n'ai pas voulu faire de la pub pour mon rapport, je voulais juste vous informer de là où on en est. Effectivement, je partage tout à fait l'avis d'Agnès, je crois que politiquement, ce n'est pas la priorité. Cela dit, nous, pourquoi au Parlement on a essayé de se battre pour que ça fasse partie, je dirais, de la réflexion? C'est parce qu'il y a d'excellentes raisons liées à la démocratie pour que ça ne se fasse pas dans n'importe quelles conditions. Et moi, je voulais aussi faire cette pédagogie dans un pays comme la France, où on a trop souvent présenté donc les euro-obligations, qu'on appelle aussi les eurobonds, qui est l'idée d'émettre une dette en commun, les pays de la zone euro, on l'a un peu présenté comme la panacée et la chose qui va éviter de faire les réformes structurelles. Et bon, si c'est ça, c'est une fausse piste. En revanche, il y a aussi de bonnes raisons de le garder à l'esprit, et notamment une raison dont on parle assez peu, c'est la seule que je mentionnerai, il y en a d'autres, c'est pourquoi est-ce qu'on a fait l'euro? Je reviens toujours à ma question initiale. On a fait l'euro parce qu'on souhaitait à terme que l'euro devienne une devise mondiale, et que pour que l'euro devienne une devise mondiale, il faut qu'il y ait un marché de la dette en euros qui soit, si possible, un marché qui puisse rivaliser avec le T-bill américain, c'est-à-dire les bons du Trésor américain. Alors c'est vrai que les États-Unis, et moi je l'avais mentionné dans mon rapport, et je suis content de voir que dans le rapport Van Rompuy, c'est une idée qui commence à prospérer, la manière dont on a abordé la question des eurobonds, c'était en gros comment on peut coller ensemble des dettes existantes et qui sont émises par la France, l'Allemagne, l'Italie, etc. Bon. Ça, je dirais, c'est du collage. La vraie solution, si vous voulez avoir un outil qui est équivalent au bon du Trésor américain, le bon du Trésor américain, ce n'est pas le collage de la dette du Nebraska, plus la dette du Wisconsin, plus la dette du Vermont, etc. Non, c'est quelque chose qui est émis par l'État fédéral américain. D'ailleurs, historiquement, je vous renvoie à un excellent papier qui est sur le site de Bruegel. Quand Madison a pris la décision en 1790 de créer la dette fédérale, il a fait plus que la Convention de Philadelphie. Ça a été vraiment l'avènement des États-Unis d'Amérique. Et d'ailleurs, j'ai dit Madison, c'est faux, c'est Hamilton. Donc, il faut que l'Europe trouve son Hamilton. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir les structures politiques qui font qu'on décide en commun du type d'émission qu'on fait, et on sait qui rembourse en face. C'est une étape qui, à mon avis, est une étape qui prendra à peu près le même temps que nous a mis l'Union économique et monétaire. On en a peut-être pour 10 ans, on en a peut-être pour 20 ans. Ça, on y arrivera. Et on y arrivera parce que c'est lié intrinsèquement à l'existence d'une devise. Vous ne pouvez pas avoir durablement une devise à laquelle ne correspond aucun besoin. Et vous savez qui m'a le plus convaincu, ce sont des investisseurs. Par exemple, si vous êtes un fonds de pension, si vous êtes un assureur, en ce moment, vous n'avez pas grand-chose à acheter. Il vous manque
des produits à acheter. Pourquoi? Parce que si vous achetez par exemple de la dette italienne ou de la dette espagnole, elle vous rapporte beaucoup, mais elle est très risquée. Et souvent, dans les règles internes de la compagnie d'assurance ou du fonds, vous n'avez pas le droit d'aller acheter un produit très risqué. A l'inverse, si vous achetez du Bund allemand, qui est là le placement pépère, ça ne vous rapporte rien. Il faut quasiment payer le trésor allemand pour pouvoir... voilà. Donc je ne fais pas un cours trop long, c'est pour vous dire, c'est une question qui n'a pas disparu, c'est un rythme de maturation qui, pour les raisons politiques liées aux positions allemandes qui sont assez justes, mais qu'il ne faut pas non plus voir avec dogmatisme, et pour des raisons qui sont techniques, reviendra, et que nous essayons juste de garder sur le feu, mais vous savez, on fait mijoter tout doux, quoi. Merci. Je passe la parole à Natacha qui voulait ajouter quelque chose sur l'annulation des dettes, mais je vais en profiter pour lui poser peut-être quelques autres questions qui sont arrivées, donc vraiment parmi celles qui sont venues au moins 2 fois. Plusieurs questions portent sur l'inflation comme solution au désendettement. C'est bon. Donc, d'ailleurs, Hélène en avait dit un mot, mais voilà, nine. Alors, nine. L'aile allemande dit nine, mais je pense qu'il y a beaucoup de Français qui se disent warum denn nicht, hein, et donc, ça serait pas mal d'essayer de nous clarifier un petit peu ça. Une autre question récurrente concerne le départ de la Grèce, ou disons le destin de la Grèce. Est-ce qu'il y a encore un avenir pour la Grèce dans la zone euro? Est-ce que ce pays peut s'en sortir, et s'il ne s'en sort pas, quelles conséquences ça peut avoir pour la zone? C'est quand même 2 bons morceaux, peut-être qu'après. Merci. Also ich könnte auch auf Deutsch antworten, wenn die Leute mich verstehen. Non, je pense que la question de l'inflation, elle est liée indirectement à celle de la dette. Je vais faire un détour et expliquer ma vision des choses. C'est vrai que ce que disait Agnès, c'était très juste, c'est qu'aujourd'hui, la Grèce a fait défaut sur les créances qui étaient détenues par le secteur privé. Ça, il ne faut pas l'oublier. Les banques qui détenaient des obligations grecques, il y avait beaucoup de banques françaises, elles ont perdu beaucoup d'argent parce qu'elles ont dû accepter d'échanger des titres contre d'autres qui en valaient moins. L'essentiel de la dette résiduelle, qui est encore énorme, en circulation ou détenue par des détenteurs, elle est entre des mains publiques. Ce qui voudrait dire qu'aujourd'hui, un défaut de la dette grecque, ça reviendrait, in fine, à une mutualisation de facto de la dette. Ce qui est le point fondamental du débat aujourd'hui au niveau de la décision démocratique par rapport à cet aspect de l'avancée institutionnelle, et au niveau aussi des réallocations, des flux, des transferts finalement de revenus de contribuables. Donc, parmi ces détenteurs publics de dette grecque, on a un gros détenteur qui est la BCE. Et je pense que je reviens sur la question des fameux OMT, cette dernière opération de la BCE, ce qui a changé la donne au mois d'août-septembre, annoncé par M. Draghi, ça a été le fait de dire, voilà, moi, depuis 2010, j'ai acheté de la dette souveraine. Ça, c'est une violation du traité de Maastricht. C'est une lecture germanique du traité, mais je pense que c'est une lecture qui peut être aussi assez universelle. On s'est porté en faux par rapport à un des principes fondamentaux qui étaient ceux de l'Union européenne, de la zone euro au début des années 90. On est passé à une étape supplémentaire parce que M. Draghi a dit non seulement j'accepte d'acheter du titre de dette souverain, c'est-à-dire qu'une banque centrale accepte de financer un souverain, mais je décide de le faire de façon potentiellement illimitée et donc de façon potentiellement monétaire, c'est-à-dire que je ne serai pas forcément toujours en mesure, comme j'ai été capable de le faire jusqu'à maintenant, de réabsorber la liquidité que je crée, les euros que je produis ex nihilo, en achetant cette dette publique. Et ce principe-là, aujourd'hui, il est complètement en suspens. Pourquoi ? Parce que le principe a été énoncé par M. Draghi, ça a été par miracle, ça a calmé les marchés jusqu'à aujourd'hui, et je parle de miracle parce que je n'aurais vraiment pas attendu que ça tienne aussi longtemps, mais on est encore aujourd'hui dans une position d'attente, et c'est dans ce sens-là que l'incertitude aux conséquences non mesurables, elle est encore très très présente aujourd'hui, il ne faut pas l'oublier, c'est que la BCE n'a pas encore dépensé un seul centime sur ses programmes OMT, c'est-à-dire que la BCE dit je vais acheter du titre de dette souverain, mais il faut que le souverain accepte en contrepartie les conditions allemandes sur la gestion des finances publiques. L'Espagne dit, qui est vraiment le pays dans le collimateur, l'Espagne dit
je n'ai pas besoin d'aller me mettre sous un programme Troïka, j'aurais donc pas besoin de faire activer les achats de la BCE. On est encore dans ce statu quo. Donc on ne sait pas encore quelle sera la réalité du monde si et quand la BCE se mettra à acheter du titre souverain sous les modalités OMT. Alors un scénario possible qui selon moi n'est pas un scénario complètement irréaliste, ce serait de dire l'Espagne est quand même coincée, c'est un peu inconfortable sur les marchés, elle y arrive encore, mais ça devient très inconfortable d'aller chercher des fonds sur les marchés, donc elle demande un programme, la BCE commence à acheter. La BCE commence à acheter en disant attention, si vous ne faites pas ce que vous avez dit que vous feriez en gestion des finances publiques, moi je vais arrêter d'acheter. Au bout d'un trimestre, 2 trimestres, Hélène parlait des conditions conjoncturelles très difficiles en Espagne, comme dans d'autres pays périphériques. L'Espagne va dire non, je ne peux pas tenir les conditions auxquelles je me suis engagée. Donc à ce point-là, que fait la BCE? Et là, la BCE a une responsabilité institutionnelle très lourde et une responsabilité démocratique très lourde. Pourquoi? Parce que si effectivement elle s'arrête d'acheter du titre souverain espagnol sur les marchés, alors on repart comme en 40, comme c'était il y a 3 mois, et on n'a toujours pas de solution. Là, peut-être, on arrivera au grand soir dont Sylvie parlait, ou qu'elle évoquait un peu de façon indirecte, où on posera la question aux Allemands, quel compromis vous êtes prêts à faire sur le principe Voilà, je commençais par les Allemands parce que je voulais finir par les Français, parce que c'est là que la question me semble la plus importante. Quels sont les compromis que les Français sont prêts à faire sur la question, les Français, sur la question de la souveraineté, sur la question de la subsidiarité. Et là, quand on entend une réponse de type « Ah ben moi, si la Cour de justice européenne doit statuer sur mon budget, ça me gêne, je vais dire non », je suis inquiète. Voilà. Je voulais juste être très vite sur où est resté tout l'argent des Allemands. Ben, la question très simple, c'est chez les riches. Hein. L'Allemagne a vu... il y a les chiffres qui sortent, l'Allemagne, il y a des chiffres qui sortent là maintenant, donc il y a quand même une réalité que l'Allemagne a appris à payer avec un prix d'inégalité très très fort ces réformes Hartz IV. Et c'est quelques années après qu'on voit toute l'ampleur, d'une certaine ampleur de toutes ces mesures. Je pourrais citer des livres là-dessus, mais si le débat international, c'était l'Allemagne a tellement gagné dans l'euro, le single market et tout, pourquoi elle ne paye pas pour les Grecs? La réalité, encore une fois, c'est qu'aujourd'hui, si je suis bien informée, le salaire minimum en France est 14%, alors quand vous travaillez au plus bas des tarifs allemands, vous travaillez à 5 euros. Donc c'est de 1 à 3 la différence salariale entre l'Allemagne et la France. Et d'une certaine manière, dans une zone agrégée économique, c'est plus tenable. C'est-à-dire, c'est justement là où maintenant la France voit, pour être un peu brutal, la France est le dernier pays à faire les réformes. Les Grecs sont aux genoux, l'Irlande, Portugal, Espagne ont fait des efforts ou sont en train de faire des efforts. L'Italie a fait des réformes, travail. La France, c'est maintenant. Et c'est le choc culturel qui vient maintenant en France, et je vois très bien le débat, ça a commencé Peugeot et tout, et puis la France est une grande nation, on le sait tous, mais d'une certaine manière, il n'y a pas d'exception, même pas pour les Français. Donc, je pense que, vu de l'Allemagne... Oui, d'accord. Alors, non, mais je finis parce que, si vous voulez, les euro-obligations, c'est un peu ça. En Allemagne, il y a maintenant un débat qui est en gros la France et la Nouvelle-Grèce. Hein? Bon, on se fout de la Grèce, c'est 2% du GDP européen. Le réel problème, si ça craque, c'est la France. Et on le sait en Allemagne, parce qu'on ne va pas vous soutenir, hein, c'est trop grand justement. Donc il va falloir que vous fassiez l'effort vous-même. Et l'effort, il a deux angles. Il y a un effort économique qui est en train de commencer. C'est tout programme de réforme structurelle, flexibilité de marché de travail, enfin tout ce que le sud de l'Europe y est déjà passé. Mais l'autre effort, c'est justement l'effort politique. Et là, je suis avec Sylvie parce que c'était déjà en 94 le papier Scholl-Lammers. Enfin, ça fait 20 ans dans l'histoire qu'on se tape cette discussion, tu me tiens, je te tiens, bas la babichette. L'Allemagne a eu déjà depuis 20 ans un débat
no taxation without representation. Si on rentre dans une mutualisation de la dette, la décision, le contrôle sur le budget se partage. Et il n'y a pas d'exception à cela. Et là aussi, je dois dire, d'une manière très malheureusement, c'est encore la France qui traîne les pieds, parce que les Italiens, les Espagnols, ils sont tous prêts. Les Polonais, ils sont plus ou moins tous prêts. C'est pas une décision facile pour personne. Je dis pas que les Allemands sont enthousiastes de sauter dans une mutualisation de la dette. Non, c'est pas ça. Mais plus que la France est réticente de discuter la question de l'abandon de souveraine sur le budget, moins que les Allemands auront envie. Et c'est là le problème politique. Parce que nous, malheureusement encore, on a trop un peu l'idée qu'on pourra s'en sortir. Donc ma mécanique politique, c'est moins que la France signale qu'après tout, elle est prête, plus que les Allemands se sauveront. Et c'est ça le risque politique qui est un peu en game theory, qui est encore dans le système, je pense. Merci. Non, alors, est-ce qu'on peut encore prendre 2-3 minutes? Non, c'est jusqu'à 6h30. Non. On peut rester toute la nuit, hein, non, on peut... Ben, je sais qu'on n'a pas le droit, je crois que sinon, nous, on pourrait. Mais non, enfin, je crois que c'est bien de faire entendre à des oreilles françaises ce discours, mais quand même, malgré tout, en vous écoutant, j'ai envie de reprendre mon petit flambeau gaulois et de dire, non mais quand même, ok, d'accord, j'entends bien ça sur la politique, mais quand même, vous les Allemands, avec vos plus de 5% d'excédents courants, vous pourriez pas essayer de mettre un peu d'huile dans les rouages pour rendre la situation moins difficile pour les autres? Et là-dessus, je reviens quand même à la question de l'inflation, alors pas comme une manière d'effacer un peu les dettes, comme une manière de faciliter les ajustements. Alors, mais là-dessus, là, moi, je vais faire l'allemande française. Attention, l'inflation, si vous avez 1 000 € à la caisse d'épargne, on vous en pique une partie. C'est pas allemand ou français, ça, quand même. Il faut quand même dire que l'inflation, c'est un fléau pour les gens qui ont un petit pécule. L'inflation, oui, mais entre ça et l'emploi. Pardon ? Entre ça et l'emploi, quand même. Non, mais je dis pas, il faut arrêter de caricaturer. D'ailleurs, moi, je trouve, Ulrike, tu sais à quel point j'apprécie, mais là, je pense quand même que tu as fait un schéma qui risque de pas séduire. Pourquoi ? Parce que si tu dis qu'en gros, il faut qu'on fasse tout ce que vous avez fait et que ça vous a appauvri, à mon avis, en marketing, ça marchera pas. Voilà. Donc, je pense que ce qu'il faut, c'est garder du message allemand ce qui est, à mon avis, extrêmement important et solide, et que la France a quelque chose à apporter aussi. Je l'ai dit tout à l'heure sur le caractère discrétionnaire ou pas du pouvoir. Il y a la question du budget, sur laquelle là, on peut quand même aussi placer l'Allemagne devant ses responsabilités. Il y a une espèce d'hystérie, j'étais en Bavière hier, il y a une hystérie sur la contribution au budget communautaire. On ne s'en sortira pas avec un budget qui fait 1%. Là, de ce point de vue-là, le gouvernement français est plus allant que le gouvernement allemand. De même que sur l'union bancaire, le rétropédalage qui a été fait depuis le mois de juin est plutôt un rétropédalage qui est venu d'Allemagne. Donc je crois qu'en fait, soit on passe son temps à se dire ce qui ne va pas, soit on essaie quand même de voir les choses en positif. C'est-à-dire, je pense que malgré tout, en Allemagne, même s'il y a des travailleurs pauvres, il y a beaucoup moins de chômage. Il y a beaucoup moins de chômage des jeunes et que c'est par exemple ce genre de choses qu'il faut essayer d'exporter et pas uniquement une vision qui, à mon avis sincèrement, risque de ne pas enthousiasmer les Français. À l'inverse, la participation à un projet politique, moi je pense franchement que ce sont les élites parisiennes qui en ont plus peur que les Français qu'on rencontre sur le terrain, parce que eux, dans le fond, si on leur donne la possibilité de voter, de s'exprimer, de faire des choix, et que les autorités, quelles qu'elles soient, reflètent ces choix, je pense qu'ils sont prêts à y participer. Par contre, évidemment, on ne demande pas à la dinde de préparer Noël. Et ceux qui sont à Paris au pouvoir ont un peu plus de mal à le lâcher. Je crois que comme Noël n'est pas très loin, on va peut-être s'arrêter sur ces bonnes paroles. Je voudrais remercier donc les intervenantes d'être entrées dans le vif du sujet. Je pense qu'il y avait encore beaucoup de choses à dire. Moi, j'ai quelques doutes quand même sur l'allant véritable de l'Allemagne sur le fédéralisme. Il y a des élections l'année prochaine. Je pense qu'il peut y avoir une certaine prudence. Je ne sais pas si les Allemands seraient très contents si les Français sortaient un projet, là, tout de suite chiche, signé là. Je ne suis pas tout à fait sûre. L'inflation, très bien, mais quand même, ce qui est important pour la dette, c'est l'écart entre l'inflation et le taux d'intérêt. Si le taux d'intérêt monte en même temps que l'inflation, ça ne marche pas. L'avenir de la Grèce, pour moi, la chose absolument essentielle, c'est les investissements privés, on n'en a pas parlé,
Mais quand on croit au marché, on se dit il faut que les prix baissent suffisamment jusqu'à ce que ça devienne intéressant d'acheter une affaire en Grèce. Mais comme l'ont dit les intervenantes, il y a une incertitude qui plane par-dessus tout ça, qui est-ce que la Grèce va rester dans la zone euro tant qu'elle n'est pas levée. C'est assez difficile de convaincre, je pense, des entreprises de venir en Grèce. Et ça, c'est vraiment le point essentiel. Sans croissance, il n'y aura pas de sortie de cette crise. Voilà, merci à tous pour votre participation active.